On va parler un petit peu de la sémiologie échographique des polypes. En général, les polypes sont souvent hyperéchogènes et qui vont apparaître bien durant la première phase du cycle puisqu'ils sont hyperéchogènes. Lorsqu'on fait l'échographie à la deuxième phase, ils ne sont pas souvent visibles, mais on voit qu'il y a une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre et on voit que cette augmentation est parfois irrégulière. Le Doppler, il a une grande place, comme on vient de le voir. Le Doppler qui montre qu'il n'y a pas une vascularisation globale, mais qu'il y a un pédicule à ce polype. Et donc là, ça permet d'individualiser le diagnostic. Voilà, donc toujours la même chose sur ce polype-là. Deuxième cas clinique, une patiente de 65 ans. Qui a déjà accouché 6 fois, elle est ménopausée depuis 12 ans, qui est diabétique, métrorragie depuis 15 jours, une métrorragie vraiment minime. Quel est votre examen première intention? Examen clinique, bien sûr. Et l'échographie, logiquement, puisqu'on est dans un cours d'échographie. Voilà, par contre, je ne serais pas d'accord du tout pour la colposcopie, parce que ce n'est pas un examen de dépistage. La colposcopie, bon, je sors du sujet. Oui, mais c'est-à-dire, à col normal, je ne fais pas de colposcopie, je fais la colposcopie uniquement si le frottis est anormal. Bon, je vais faire la parenthèse parce que ce n'est pas mon sujet ni mon domaine. Donc l'échographie, bien sûr, vous faites votre échographie, vous trouvez cette lésion-là. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, donc c'est une lésion qui est hyperéchogène, hétérogène, intracavitaire avec des images hypoéchogènes qui correspondent très probablement à un saignement ou de la nécrose. Vous allumez le Doppler, c'est très richement vascularisé par rapport à une dame qui a 65 ans. Ça, c'est fortement suspect. C'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Hystéroscopie ou biopsie de l'endomètre ou curetage en fonction du lieu où vous exercez. Ça, c'est une autre image parfois qui peut prêter à confusion par rapport à des patients qui ont des images bien circonscrites qui peuvent simuler un fibrome, et parfois c'est de la pathologie cancéreuse qu'il faut rechercher lorsqu'on a des facteurs de risque. On fait des hystéroscopies pour pouvoir les identifier. Troisième cas clinique, patient de 40 ans, 5 gestes, 3 parts, cycle régulier. Elle présente depuis 2 ans des ménorrhagies avec des dysménorrhées. L'examen est strictement normal, le frottis est normal. Bien sûr, le premier examen, c'est l'échographie. Vous avez cette image-là. Voilà, description. Voilà, c'est un utérus qui est globuleux, asymétrie. Voilà, myomètre hétérogène, je pense que je n'ai rien à faire ici, je dois aller passer mon week-end parce que... Voilà, donc il y a probablement aussi d'autres lésions qu'on ne voit pas ici, qu'il faut agrandir pour les voir, des lésions anéchogènes intramyométriales. Et quel est votre diagnostic? C'est de l'adénomyose, exactement, c'est de l'adénomyose. Et vous voyez les critères sur lesquels on se base, comme vous l'avez bien dit, l'utérus qui est globuleux, mais en général il est globuleux, mais il n'y a pas de déformation de son contour, à la différence des fibromes. Et là vous voyez cette disparité de calibre entre la paroi antérieure et la paroi postérieure. Vous voyez ces petites images-là qui sont parfois bien visibles, mais parfois difficiles à visualiser, que sont les images anéchogènes ou hypoéchogènes intramyométriales qui correspondent aux îlots glandulaires de l'endomètre qui normalement ne devraient pas être au sein du myomètre, mais pour cette pathologie, c'est la particularité, vous avez des îlots d'endomètre au sein du myomètre et qui font qu'on va avoir une réaction myométriale par hyperplasie, ce qui fait qu'on va avoir l'utérus qui est large, et on va avoir une réaction aussi par rapport, donc cette hyperplasie entraîne aussi une inflammation, et on va avoir
l'hétérogénéité du myomètre, que sont les critères qui nous permettent de poser le diagnostic. Ça, c'est tellement évident, ces images lacunaires intramyométriales que vous voyez ici et qui correspondent sur le plan anatomopathologique à ces lésions-là, illo-glandulaires, et vous voyez que le myomètre autour, il est circulaire, hypertrophié et hyperplasique. Vous voyez là cette image anatomopathologique d'un utérus adénomyosique. Vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure à l'échographie. On le voit ici, la disparité du calibre et ce myomètre qui est vraiment hétérogène. Il n'y a pas l'aspect fasciculé, lisse qu'on voit d'habitude sur un utérus. Là, donc, même si l'utérus est très globuleux parfois et volumineux, il n'y a pas d'effet de masse en général, il n'y a pas de déformation de la cavité et il n'y a pas de déformation du contour, à la différence des fibromes. Un fibrome, par exemple, de 2 cm à côté de la cavité, vous allez retrouver cet effet de masse, alors que dans la pathologie adénomyosique, même un adénomium qui est volumineux, on ne retrouve pas cette déformation caractéristique. Il y a des formes localisées, des formes diffuses, des formes localisées, c'est-à-dire qui sont circonscrites, plus ou moins circonscrites, et qui font ces formes-là qui font le diagnostic différentiel avec le fibrome. Et là, vous voyez cette forme qui est bien localisée, et parfois ça peut prêter à confusion avec un fibrome, mais il y a des critères avec lesquels on peut faire la différence d'eux. Et sinon, il y a d'autres cas où on a une adénomiose qui est diffuse à tout le myomètre, donc il n'y a pas de lésion focale. L'aspect Doppler, à la différence des fibromes, les adénomiomes ou l'adénomiose, il y a ce qu'on appelle une vascularisation centrale, c'est-à-dire des vaisseaux au sein de la lésion, alors que dans les fibromes, c'est différent, on va le voir tout de suite. Vous voyez la richesse de la vascularisation, et donc qui, au sein de la lésion, la même chose, vous voyez là la vascularisation et cet aspect assez caractéristique de cette vascularisation au Doppler énergie qui entoure les lésions hypoécogènes. Quatrième cas clinique, une dame de 38 ans qui est mariée, zéro geste, zéro part, ménorrhagie avec douleur pelvienne depuis une année. Donc à l'examen, vous trouvez une pâleur, un utérus augmenté de taille, col d'aspect normal. À l'échographie, vous avez ça. Donc là, vous voyez, ça c'est très clairement quoi. Voilà. Des images hypoécogènes bien circonscrites, multiples, pratiquement réparties par cadran sur un utérus globuleux mais aussi déformé. Vous voyez que là, le contour est déformé et donc là, ça correspond beaucoup plus à un utérus myomateux. Donc, la sémiologie des fibromes, les fibromes se manifestent échographiquement par des lésions souvent bien circonscrites. L'échogénicité est très variable, ça correspond à l'âge du fibrome. Au début, les fibromes ils sont hypoécogènes, puis deviennent parfois isoécogènes, qui posent parfois des difficultés de les voir au sein du myomètre. Et puis, au fur et à mesure, ils vont devenir hyperécogènes et parfois calcifiés. Il y a des lésions de dégénérescence de fibromes, notamment par la nécrocentrale, la dégénérescence myxoïde ou la dégénérescence kystique, qui peuvent poser des diagnostics différentiels et des difficultés de diagnostic. Il y a aussi le problème de localisation des fibromes. Vous voyez ici cet aspect qu'on a vu tout à l'heure de ces fibromes qui sont hypoécogènes. Là aussi, un fibrome qui est hypoécogène, bien visible, parce qu'il y a un contraste avec l'endomètre qui est hyperécogène. Et il y a aussi un contraste avec le myomètre, c'est assez clair. Donc, l'échographie n'a pas uniquement le rôle de faire le diagnostic, il a aussi le rôle de connaître la localisation, parce que ça a une implication thérapeutique de connaître le fibrome et sa situation par rapport à la cavité et au myomètre. Et donc là, il y a une classification de la fibrome qui n'est pas largement utilisée, vu qu'elle est un petit peu compliquée. Ce qu'on retient, c'est la classification classique pour parler de fibrome sous-séreux qui peut être à large base ou pédiculé.
le fibrome interstitiel, le sous-muqueux, et par contre pour le sous-muqueux, il faut bien caractériser et savoir quel type, parce que ça a une implication, en tout cas pour nous en chirurgie, c'est important pour savoir par quelle méthode on va le traiter. Donc il y a les trois types du sous-muqueux. Est-ce qu'il est complètement intracavitaire, c'est le type 0? Est-ce que la majorité est à l'intérieur de la cavité et moins de 25% est au niveau du myomètre, ou bien c'est la majorité est au niveau du myomètre et uniquement 25% qui est au niveau de la cavité. Et ça a une implication essentiellement pour voir la résicabilité par hystéroscopie ou non. Vous voyez là ce fibrome-là, comment vous le qualifiez? Voilà, c'est un sous-muqueux, parce qu'il est en contact direct avec la muqueuse, et la partie qui va déformer la cavité ou qui va être à l'intérieur est vraiment très faible. Donc c'est un fibrome qui est, on va dire, de type 2. Là, c'est un fibrome qui est sous-séreux exactement. Là aussi, il est interstitiel à développement sous-séreux. Et là, vous voyez que c'est un fibrome qui est interstitiel, qui est au contact de la séreuse, mais aussi au contact de la cavité. Cette image n'est pas très bien visible, mais vous pouvez voir là sur l'utérus avec la cavité utérine, et vous voyez cette masse-là. C'est un fibrome qui est sous-séreux, et on voit cette base d'implantation. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que c'est une masse annexielle ou une masse utérine qui est pédiculée? Et on s'aide souvent du Doppler pour voir ça. On va allumer le Doppler, on va voir la vascularisation qui passe du myomètre vers cette masse, et en général ça nous aide de poser ce diagnostic sous-séreux pédiculé. Là, c'est la cavité utérine, et vous voyez que là c'est un fibrome qui est sous-séreux mais à large base d'implantation. C'est la même image. Là, voilà, un fibrome interstitiel mais à développement un petit peu sous-séreux, donc il déforme le fond de l'utérus. Voilà, il est intramural. Là, il est sous-muqueux, vous le voyez très bien. Voilà. C'est un type 2 exactement. Un type 1 puisqu'il y a voilà, c'est de 50% à l'intérieur. Et là, voilà, vous voyez l'endomètre là qui entoure. Donc vous voyez la ligne cavitaire qui va se séparer et qui va entourer le fibrome. Et donc là, c'est très probablement un fibrome totalement intracavitaire, c'est un type 0. Il y a aussi des modifications de l'écogénicité, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez ce fibrome-là, il est hypoécogène, plus ou moins homogène. Et vous voyez ce type-là, il est hyperécogène et il est hétérogène. Parfois, il y a des calcifications qui entourent le fibrome hyperécogène. Parfois, ces images-là qui sont vraiment très difficiles à interpréter si on ne prend pas le contexte clinique, si on ne cède pas parfois d'autres explorations, vous voyez, ou surtout si on connaît la patiente avant et on connaît qu'elle a un fibrome, on a des images et on ne connaît pas, c'est les images de séquelaires de nécrobiose aseptique avec une kystisation. Ça peut prêter confusion avec une masse annexielle si on ne voit pas l'utérus bien, ou bien avec un sac gestationnel aussi. Là, c'est aussi assez typique de la dégénérescence kystique du fibrome. Et ça, vraiment, on a eu des cas sur lesquels on s'est beaucoup attardé pour voir est-ce que c'est vraiment un fibrome ou non. Voilà, donc des plaques pour faire la part des choses. Quels sont les éléments qui nous permettent de faire la part des choses entre les fibromes et les adénomyoses, notamment focalisées. Les fibromes sont en général uniques ou multiples. Le siège est variable. Les liserés hyperécogènes
hypoécogène périphérique qui fait qu'on dit que c'est une image qui est bien limitée. On voit ce liseré hypoécogène ou cet halo hypoécogène, on le voit en échographie. Et la vascularisation qui est périphérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aspect d'encorbellement vasculaire.